Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on va parler de l'épisode 6 de koh et je vais vous expliquer pourquoi je suis déçu de cet épisode et que je trouve que c'est peut-être l'un des pires épisodes de cette saison. Bien sûr, tout mon ressenti est très personnel parce que je pense que ceux qui ont connu le Trek tel qu'il était avant vont être hyper déçus comme moi de ce qu'ils ont fait du Trek dans cet épisode. Et je pense que ceux qui ne connaissent pas le Trek, comme ils n'ont pas de comparatif avec ce qui a été fait dans les premières saisons de koh du coup ils vont dire bon bah ok c'est sympa, c'est un truc où tu marches dans la forêt et puis tu fais une petite épreuve de nuit, tu dors sur un bivouac et tu repars dans l'autre sens et tout. Mais moi j'ai des souvenirs de Trek qui étaient incroyables et là t'as juste l'impression qu'ils font une promenade avec une petite épreuve dans la nuit. Des épreuves la nuit, c'est pas la première fois que ça arrive, hein. À koh c'est déjà arrivé plein de fois qu'on a des épreuves dans la nuit et qui sont toujours très éprouvantes, hein. Je m'en souviens d'une qui était horrible où il devait tenir une ficelle. Et en gros, au bout de la ficelle, il y avait une bougie. Et en fait, il fallait réussir à tenir, à faire tenir sa ficelle, sa bougie debout. Parce que si tu bougeais trop, quoi que ce soit, la bougie allait tomber. Bref, des épreuves de nuit, c'est pas d'aujourd'hui. Mais dans tous les cas, c'est éprouvant. Parce que souvent, la nuit, c'est le moment où t'es le plus fatigué et tout. Mais en plus, là, voilà, ouais. Bref. Et en plus, il y a un aspect dans cet épisode qui est un aspect que je n'aime pas dans toutes les saisons. Tout simplement, moi, c'est un truc en gros pour lesquels je ne regarde pas. Enfin, non, comment formuler ça correctement? Quand je regarde koh je ne regarde pas pour cet élément-là. Je vous le dirai quand on y arrivera. Mais globalement, entre la déception du Trek, un élément que j'aime pas dans koh qui prend beaucoup de place. Du coup, pour moi, l'épisode est plutôt décevant. Donc, on revient sur l'épisode. Donc, on revient sur l'élimination d'Emily, même si encore une fois, comme pour Alexis, on met pas mal de côté Emily. Genre voilà, elle est éliminée, mais on parle pas réellement d'elle. Comme avec Alexis, on n'a pas réellement parlé de lui. Comme c'est arrivé par exemple avec William, hein, où tout le monde était revenu sur son comportement ou sur ses capacités sur les épreuves. Là, voilà, on revient juste sur le sac et notamment sous le prisme de Cécile, voilà, qui reconnaît avoir été complice du fouillage de sac. Et d'ailleurs, on rajoute un flashback du conseil qu'on n'avait pas vu la semaine dernière, où elle prononce elle-même ces mots, oui, j'ai été complice et tout ça. Alors, elle le dit pas réellement comme ça, mais bref, vous avez vu l'épisode. Et d'ailleurs, c'est la même chose pour Julie, mais bon, Julie a l'air d'avoir moins d'état d'âme, ou du moins elle cache beaucoup mieux ses émotions, parce que on l'a vu pendant l'appel à la famille, où voilà, pour elle l'appel c'était genre comme si tout était normal, et je pense qu'elle a soit très bien renfermé ses émotions pour pas paraître faible devant tout le monde, même s'il n'y a rien de faible à pleurer ou quoi que ce soit, mais on sait que koh n'importe quelle excuse est bonne pour t'éliminer, donc vaut mieux éviter de montrer le moins d'éléments qui peut faire penser à une faiblesse ou quoi que ce soit. Voilà. Et du coup, Cécile se sent coupable, voilà, d'avoir participé à un truc comme ça qu'elle dit. Après maintenant c'est trop tard, c'est fait, hein. Après c'est pas elle qui a fait l'acte le pire, hein. Elle a juste aidé à cacher le sac pour qu'Emily fouille dedans. Bon, voilà, après encore une fois, c'est dans les règles, hein. Aucune règle dans la production interdit de fouiller les affaires des autres. Effectivement, moralement, c'est pas quelque chose d'incroyable, mais rien ne l'interdit. Donc ils ont le droit, je dis bien ils ont le droit entre guillemets, de fouiller les sacs des autres. Sinon, on a bien vu avec koh la légende, que quand tu sors des règles de koh Denis te tombe dessus et tu prends cher. Voilà, on l'a vu avec Théoura, on l'a vu avec Claude, hein, qui a eu sa victoire d'annulé. Donc
Donc voilà, s'il n'y a pas de conséquences, c'est que tout simplement tout est dans les règles, que ce soit moral ou immoral, comme fouiller le peu d'effets personnels qu'ont les aventuriers. Voilà. Ensuite, il y a David qui va prendre un peu tout le monde en mode genre un peu équipe sportive et tout, et qui globalement va dire oui, il faut plus se casser des choses. J'espère qu'ils se frappent pas entre eux, se cacher des choses. Voilà, de communiquer dès que quelque chose va mal, patati patata. Bon, on a vu que globalement le mec qui raconte ça, mais que le gars est incapable de mettre en pratique ce qu'il raconte, puisque bah, dès l'épisode qu'on aura le 2 avril, puisqu'apparemment la semaine prochaine il n'y a pas d'épisode, euh, et ben le mec sera en train de se prendre la tête avec Julie. Donc le mec, j'adore, il est là en mode ouais, faut qu'on communique tous, machin, pour ensuite aller gueuler sur Julie 3 jours après. Pas top le gars, hein. Franchement j'ai vraiment du mal avec David. Et d'ailleurs un aventurier, bah, à part Julie, parce que Julie va clairement dire qu'elle elle a pas du tout confiance, hein, mais Maxime également va dire le mec il a beau parler, moi j'y crois pas du tout. Et Maxime a raison de pas y croire parce que David, moi je le vois un peu comme un beau parleur dans koh, mais qui a du mal à tenir un peu les promesses, hein, qu'il raconte. Voilà, et en plus avec le teaser de fin d'épisode, on a clairement vu que là, voilà, il joue le patron dans l'équipe, mais il est incapable de suivre les directives qu'il donne. Parce que s'il pète un câble sur Julie, en général quand tu pètes des câbles comme ça vient pas de nulle part, hein, c'est que t'as déjà un truc en toi que t'as envie de sortir, et puis qu'au bout d'un moment, bah paf, ça sort. Donc voilà. Après, encore une fois, quand je donne des avis positifs ou négatifs, hein, sur les aventuriers, c'est toujours par rapport à ce qu'ils font pendant leur aventure. J'en connais aucun personnellement, même si je connais des gens, j'ai des potes qui connaissent Jean de cette saison, mais moi j'en connais aucun personnellement, donc voilà, comment dire, je me base pas sur ce qu'ils sont dans la vraie vie parce que je les connais pas dans la vraie vie. Je juge uniquement ce qu'ils font pendant l'émission. Euh, Sinon ensuite on a l'épreuve de confort. Donc Denis nous annonce que l'épreuve de confort c'est le trek. Donc il donne plein de règles, que le trek c'est pour rejoindre le bivouac. Au final t'as plus l'impression que c'est une petite randonnée en forêt. Bref, là-bas ils feront un jeu de confort, voilà, donc qui sera de rester en équilibre sur une poutre pendant 2 heures, puisqu'au bout de 2 heures, l'équipe qui aura gardé le plus de gens sur la poutre gagneront l'épreuve et accéderont à une récompense. Du coup, pour ça, il y a une personne, un local, du coup, qui va du coup va, comment dire, en gros chaque équipe a un sceptre, et le gars il fait une entaille pour chaque personne tombée. Forcément celui qui a le moins d'entailles a gagné, puisque ça veut dire que ceux qui ont gardé le plus de personnes sur les poutres. La récompense, c'est de recevoir 2 femmes qui vont les aider à apprendre de l'hygiène de vie pendant la survie. Alors ça j'avoue que j'ai pas trop suivi, mais ça avait l'air plutôt intéressant pour eux. J'ai juste vu un moment où ils se brossent à moitié les dents avec je sais pas quoi, mais bon. Voilà, je pense que c'est intéressant pour eux. Nous, en tant que spectateurs, c'est peut-être pas le plus intéressant, parce que ben, globalement, à moins que l'un d'entre nous aille à koh par la suite, ça nous sert pas à grand chose de le savoir, quoi. À moins que demain, je sais pas, il nous arrive un truc, qu'on se retrouve coincé dans une forêt ou sur une île déserte, bon, j'en doute, hein, faut vraiment avoir de la malchance pour que ça arrive à quelqu'un. Bref. Et parmi la récompense, il y a aussi le fait de ce que ça soit au pied d'une cascade, hein, le spot est vraiment magnifique. Et il y a aussi l'appel à la famille. Voilà.
Et il y a également un indice pour un collier qui est en jeu pour l'équipe gagnante. Donc ça fait beaucoup de récompenses pour l'épreuve. Donc le trek commence et le trek se termine quasiment aussi vite que je prononce ma phrase. Et je rigole pas. Vraiment, on les a vus marcher à peine 1 minute, même pas, dans la forêt. Et encore, c'était vraiment rapide, juste le temps de voir Amri quasiment se casser la gueule. Et puis c'est tout. Genre, t'as l'impression qu'ils ont fait, je sais pas, 1 ou 2 kilomètres à l'intérieur de la forêt. Et puis c'est tout. Mais je dis, c'est quoi ce trek de merde? Je veux dire, c'est vraiment à chier, quoi. C'est vraiment, on fait une petite marche dans la forêt. En plus, t'as un petit chemin qui les emmène tranquillement jusqu'au bivouac. C'est. C'est pas top, hein. Franchement, ils ont juste fait ça. Une fois arrivé au bivouac, il fallait refaire du feu. Donc, forcément, Denis leur a donné un truc pour faire du feu plus facilement, hein. Parce que sinon, c'est trop dangereux d'être comme ça, à découvert et tout. Euh, et. Et du coup, il leur a donné ça, et du coup, leur but, c'est de trouver de quoi s'alimenter, faire du feu, et essayer de tenir au mieux la nuit, voilà. Euh, donc les rouges, eux, ils vont décider de faire le feu et s'organiser pour bien dormir la nuit, tandis que les jaunes, eux, grâce à Sébastien, vont faire une petite cabane express pour être à l'abri, parce que bah, du coup, il y a eu de la pluie, tout est trempé et tout, donc le mieux, c'est d'avoir un coin, euh, comment dire, un peu sec, un peu voilà, fermé de la pluie pour bien dormir. Ensuite arrive l'épreuve, donc chacun va sur les poutres. Alors j'ai noté chez les jaunes que Amri est le premier à tomber au bout de 6 minutes, Sébastien au bout de 40 minutes, Océane au bout d'1 heure et Sarah au bout d'1 h 50. Chez les rouges, c'est David. C'est marrant parce que dans chacun des groupes, c'est ceux qui ont l'air d'avoir le plus une sorte de position de leader, sans être des leaders non plus autoproclamés, qui sont tombés les premiers. Mais David est le premier rouge à tomber au bout de 15 minutes. Ensuite, on a Julie au bout de 50 minutes. Megan entre 50 minutes et 1 heure, parce que des 8 aventuriers qui vont tomber, c'est la seule dont on ne donnera pas le chrono. Pourquoi elle, on ne sait pas, mais c'est la seule dont on ne donne pas le micro, le chrono. Mais comme elle est tombée après Julie, qui a fait 50 minutes, mais avant Océane, qui est tombée au bout d'1 heure, alors dans le montage bien sûr, donc selon le montage, on peut imaginer que Megan est tombée entre 50 minutes et 1 heure. Et ensuite on a Maxime qui est tombé au bout d'1 h 58 à 2 minutes de la fin, ça doit être rageant. Ensuite, bah, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, les équipes reviennent à Denis par leur petit chemin. Ouais. Une fois que c'est fait, Denis récupère les sceptres, il regarde combien sont tombés de chaque côté. Il y a 4 personnes tombées de chaque côté, hein, je viens juste de vous le dire. Et voilà. Ce qui fait que chez les jaunes, il y a Pauline, Léa et Aurélien qui ne sont pas tombés, et chez les rouges, c'est Cécile, Léa et Ricky qui ne sont pas tombés, puisque Jean et Meissa avaient tiré la boule noire, donc ils faisaient le trek, mais ils ne pouvaient pas faire l'épreuve sur la poutre, parce que sinon ça aurait été déséquilibré d'avoir 9 personnes contre 7 sur la poutre, ça n'aurait pas été terrible. Donc voilà, comme les équipes sont à égalité, Denis décide de donner un indice par équipe, donc les jaunes vont choisir de donner l'indice à Cécile chez les rouges, voilà, et les rouges, eux, vont décider de donner l'indice à Pauline chez les jaunes. Voilà. Mais le truc, c'est que comme il y a eu égalité, on rajoute une épreuve finale pour profiter du confort à gagner. Ce qui fait que Maxime et Sarah vont s'affronter sur l'épreuve des colonnes là, à monter là, sur 2 étages. Alors, il y en a un avec 9 pièces, ensuite tu mets un support avec déjà des morceaux de pièces dessus, et il faut que ce soit tout nickel. Et ensuite, tu as une deuxième partie avec des colonnes à faire. Là, je crois que c'est de 12-13 pièces, avec cette fois un truc plat au-dessus à poser. Et si tout est pareil, nickel,
bah bah, c'est gagné. Les deux vont plutôt bien gérer l'épreuve, hein, honnêtement. Maxime va quand même être le premier à finir le premier étage. Sarah va le finir peu de temps après. Et ensuite, Maxime va finir le deuxième étage, un peu avant Sarah. Et du coup, ben voilà, victoire de Maxime qui remporte l'épreuve de confort pour son équipe grâce à cette petite épreuve. Et voilà, lui qui avait très envie de parler à ses enfants, il est hyper content. Voilà. Ensuite, ben, on parlera pas du confort, parce que ben, le confort, j'en ai rien à foutre. Voilà. J'ai rien contre les familles, les machins, tout ça, mais j'en ai rien à foutre. Moi, en fait, quand je regarde koh je le regarde pour trois raisons principales. Le premier, c'est la stratégie. J'adore la stratégie. C'est pour ça que souvent, j'aime pas trop quand les gens cherchent des colliers ou qu'il y a trop de colliers parce que ben, les colliers ça tue la stratégie, hein, mais vraiment. Les colliers, enfin, je veux dire, quand il n'y avait pas de collier, les gens ils discutaient, ils allaient voir les autres en mode tiens, est-ce qu'on peut pas faire ci, ça pour tenter de se sauver. Là maintenant, depuis qu'il y a trop de colliers, et c'est pas que de cette saison-là, hein, c'est aussi d'autres saisons d'avant, mais maintenant, c'est un peu la solution de facilité. C'est je sais pas comment me défendre pour que mes équipiers croient en moi et que qu'on continue ensemble, donc je vais chercher un collier. Et ça me dérange un peu. Ça donne des belles scènes par moment, mais ça me dérange quand même. Mais globalement, la stratégie est l'un des trois points pour lesquels je regarde koh. La deuxième, c'est le sport. Les épreuves, en général, elles sont plutôt cool. Pas toutes, mais il faut quand même reconnaître que un peu plus des trois quarts des épreuves sont très cool à regarder. Donc les épreuves, c'est très important. Et il y a quand même un peu l'aspect survie sur le camp que j'aime bien, les petits pétages de plomb, voilà. Tout ça, c'est plutôt cool à voir. Mais du coup, il y a une chose que je n'aime pas voir, c'est juste des aventuriers chialer parce que voilà, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu leur famille, machin. C'est des moments avec lesquels j'ai du mal parce que bah, je trouve que c'est quand même déjà c'est très personnel le fait qu'ils parlent avec leur famille parce que chacun on a notre façon différente de nous adresser à notre famille, on a voilà chacun des habitudes différentes et je trouve que c'est extrêmement personnel et que bah, du coup là d'un coup on dévoile à des millions de personnes notre façon de vivre au quotidien, les surnoms qu'on donne aux gens, les machins. Euh, Honnêtement, moi je trouve ça un petit peu dérangeant, quoi. C'est un peu comme quand vous fouillez dans le sac, là, c'est d'un coup vous plongez dans l'intimité des gens, et franchement, j'ai du mal. Surtout qu'effectivement, pour la plupart, leur famille leur manque, surtout ceux qui ont des enfants en bas âge qu'ils n'ont jamais quittés et tout. Du coup, forcément, ils pleurent, ils se mettent à pleurer, ils ont du mal à parler. Euh, Franchement, j'ai beaucoup de mal avec ces scènes-là. Ça reste des scènes touchantes et tout pour eux. Mais moi, je regarde pas koh pour ce genre de divertissement. J'aime bien quand les gens ils se gueulent dessus et tout, mais les regarder pleurer parce que voilà, mon fils me manque, ma fille me manque, machin, ça j'ai du mal. Honnêtement, ça me gêne un peu. Je suis un peu gêné devant ce genre de scène et tout. Voilà, après c'est pas leur problème à eux, hein, c'est le concept hein, de ce confort. Hein. Ils savent très bien que ça va faire chialer les gens, ils en font exprès. Mais moi, personnellement, ça me dérange. Voilà. Mais après, peut-être que tout le monde n'est pas comme moi. Hein. Peut-être qu'il y a des gens qui aiment bien parce que c'est touchant, ça approfondit un peu plus les gens, ça adoucit ceux qu'on n'aime pas plus que ça. Donc ça peut être cool. Mais moi, voilà, j'aime pas. Donc en général, c'est des moments où je suis très détourné de l'écran, honnêtement. Et en plus, c'est un confort qui a pris beaucoup de place. Puisque quand même la troisième pub va intervenir avant ou pendant l'épreuve d'immunité, alors qu'habituellement la troisième pub intervient juste avant le conseil. Là, c'était très bizarre. J'ai même limite cru qu'on allait avoir un conseil surprise tellement c'était un peu bizarre la façon dont les pubs étaient placées. Bref, chez les jaunes, Pauline va lire son indice.
qui lui dit que le collier sera sur une prochaine épreuve où il y aura globalement un totem avec 3 têtes et que le collier est derrière l'un de ces totems, et en tout cas il s'avérera que ce n'est pas pendant l'épreuve d'immunité qui suit. Cécile va également lire son indice. Ce dernier dit que le collier est enterré au pied de la bannière qu'ils ont sur leur camp, et du coup Cécile va profiter de la nuit que tout le monde dort pour aller déterrer le collier, et le lendemain elle va lire l'indice qui globalement dit qu'elle peut protéger 2 aventuriers au choix, mais pas elle. Voilà, et qu'elle est obligée de le jouer au prochain Conseil des Rouges. Donc voilà, pas le collier le plus pratique, le plus facile à jouer, surtout avec un délai forcé. Mais globalement, je crois qu'elle va dire que si elle l'utiliserait, elle le donnerait pour David et Megan. Donc moi j'aime beaucoup Megan, donc ça m'arrange. David par contre j'aime beaucoup moins, donc ça m'arrange moins. Mais bon, si sauver quelqu'un que j'aime moins permet de sauver une aventurière que j'aime beaucoup, bah voilà, c'est à prendre hein, quand même. Voilà, donc après pas grand chose de plus intéressant. Épreuve d'immunité, donc une épreuve plutôt cool qu'on n'avait encore jamais vue de mémoire, ou du moins pas comme ça. Parce que des épreuves de labyrinthe avec des boules à replacer comme ça, je crois qu'il s'est déjà arrivé 1 ou 2 fois. Mais dans de cette manière-là, je crois que c'est un peu, entre guillemets, une nouveauté. Du coup, globalement, tu as 3 positions de jeu. T'as la première qui sont, on va dire, les porteurs. Donc c'est les personnes au début, ils font un sprint chacun à leur tour, ils récupèrent, comment j'ai appelé ça, une perche. Ensuite, ils sont 4. Les 4 restent en dessous dans un coin parce que ça fait une forme de carré. Ils restent en dessous avec leur perche et globalement, en fonction des instructions qu'on leur donne, ils lèvent, ils baissent, machin, pour que ça fasse bouger la structure. D'ailleurs, c'est ce genre de choses, j'ai adoré y jouer là quand j'étais plus jeune, parce que je dirais pas ado ou machin. Il y a quelques années, je jouais encore à ce genre de jeu où vous savez, c'est soit vous avez des languettes là et vous tirez, si vous tirez, vous avez un petit socle avec une bille, soit qui monte comme ça, et si vous tirez de l'autre côté, ça monte comme ça, et puis en tirant sur les deux, il faut faire monter la bille pour faire un parcours. Enfin, soit pour faire un parcours, soit pour l'emmener à un lieu précis. J'en avais un qui était pareil, mais avec des petites manettes de chaque côté, où si tu bougeais d'un côté, bah, soit ça montait, soit ça partait, soit ça allait sur les côtés, et le but c'était pareil, qu'une bille fasse tout un parcours. Moi j'aime bien ce genre de petits jeux, voilà. C'est un peu des petits jeux d'adresse que j'aime beaucoup. Bon là on est dans un cas un peu démesuré, mais j'aime beaucoup ce genre de jeu. Donc pour moi les prévisibilités étaient le moment le plus agréable à suivre. Voilà. Du coup ensuite il y a le guide, donc le guide est maintenu en l'air par 2 autres personnes par une corde, et du coup bah, de sa hauteur c'est à lui de dire ce que doivent faire les autres pour placer les balles au bon endroit et faire le labyrinthe. Du coup ce qu'on peut noter c'est que Ricky et Jean tirent la boule noire, donc Jean pas de chance, hein, il fera aucune épreuve de cet épisode, le pauvre. Et du coup c'est Cécile qui fera la guide chez les rouges, et Océane qui fera la guide chez les jaunes. Du coup les 2 équipes vont vraiment être au coude à coude pendant toute l'épreuve. Alors les jaunes vont être plus rapides sur les sprints pour récupérer les perches, ensuite les rouges vont reprendre le dessus par rapport aux instructions, et notamment parce que Océane en gros fait des longues phrases pour donner des indications. Voilà, par exemple elle est en mode je sais pas, Pauline, Léa, penchez pour que ça aille vers moi, lever, je sais pas, Amri, baisse ton truc vers toi, enfin tu vois, des trucs comme ça, alors que avec Cécile c'est très carré, genre vraiment elle leur a donné des numéros et puis elle fait je sais pas, 1 tu lèves, 2 tu baisses, 3 tu lèves, 4 tu lèves. Bref, elle a des instructions qui sont claires, efficaces, hein, parce que c'est très rapide. En leur donnant un chiffre, ça permet d'avoir des instructions très très rapides et d'aller beaucoup plus vite, parce qu'au final quand on regarde, c'est ça qui a permis aux rouges de repasser devant les jaunes et ensuite de terminer à placer leur 3e boule.
avant les jaunes, parce que je pense que si Océane avait également utilisé une technique pour donner des ordres très rapidement, je pense que les jaunes auraient pu garder leur avance et gagner l'épreuve, tout simplement. Mais du coup, ça n'est pas arrivé, les rouges ont gagné, donc les jaunes retournent au conseil. Entre deux, chez les jaunes, il n'y a pas grand chose d'intéressant qui se passe. Tout le monde cherche un collier au lieu de faire une stratégie. Hein. Et deux personnes principalement sont en danger. La première, c'est Océane. Alors là, quand j'ai entendu ça, je me suis dit pourquoi elle? Moi, j'adore Océane, donc j'ai pas envie qu'elle s'en aille. En gros, Océane, on l'accuserait pas forcément d'être mauvaise sur les épreuves, mais d'avoir un peu, je sais pas comment dire, d'être un peu moins dans le jeu qu'au début de l'aventure. Voilà, parce qu'en soi elle est pas mauvaise, hein. Quand on voit, genre elle a perdu à pas grand chose sur le guidage, hein, donc on peut pas dire qu'elle a été mauvaise. Genre si elle était encore à sa première ou deuxième boule, quand les rouges finissaient, à la limite aucun aurait pu dire que là, elle a vraiment baissé les bras. Mais là, franchement, les jaunes auraient pu gagner. Bon, la balle est passée deux fois juste à côté du trou avant que les rouges mettent la leur. Mais franchement, ils étaient vraiment au même stade quand les rouges ont gagné. Donc, on peut pas dire non plus qu'elle a été mauvaise. D'ailleurs, c'est le gros problème chez les jaunes, c'est que personne n'a réellement été mauvais sur les épreuves. Donc, c'est compliqué de reprocher des choses aux gens. Mais globalement, Océane, on l'accuse d'être un peu moins, je sais pas comment expliquer ça, hein, d'être moins dans les épreuves que les autres. Hein. Elle se donne à fond, mais elle a moins le mental de guerrière que les autres. Voilà, c'est plus ou moins ce qui lui est reproché. De l'autre côté, Sarah est également en danger parce que elle, les gens doutent de sa capacité à rester fidèle aux jaunes après la réunification. Ce qui fait qu'on arrive au conseil, et là, le conseil, je suis surpris, parce qu'il y a tellement de gens qui disaient je vais voter Océane que je me suis dit, bon bah, c'est bon, Océane elle va partir, hein, ça me fait chier. Je vais déjà perdre une personne sur les quatre que j'aime vraiment bien, même si j'aime de plus en plus Pauline, hein, qui pourrait être... si on fait des orientations à 5, hein, comme là ils n'arrêtent pas de nous faire depuis un petit moment, allez, rajoutez Pauline avec, franchement... elle est vraiment très très bien, Pauline. Rajoutez-la c'est bien, ce serait mon top 5. Hein, franchement, Pauline, Léa, Océane des jaunes et Ricky et Megan des rouges. Voilà. Malheureusement, Jean hein, qui est de mon coin, pour l'instant, on le voit tellement peu que c'est dommage. Bon, après, il tire beaucoup les boules noires, mais c'est vrai qu'on le voit assez peu pour que je puisse soutenir la personne de ma région. Enfin, c'est même plus que ma région, parce que je pense pas qu'ils vivent dans Caen même, mais on a vu, il doit pas être loin pour qu'ils connaissent des gens que moi je connaisse, qui viennent d'ici, ou de la Suisse normande, peut-être qu'il vient de là-bas, je sais pas. Mais je sais qu'il connaît des amis à moi. Bref. Au final, on aura 3 voix Océane, 4 voix pour Sarah. Donc Sarah est éliminée, grosse surprise. Moi je voyais Océane partir tellement son nom était plus prononcé que celui de Sarah sur le camp. Du coup Sébastien et Amri vont se justifier. Amri va dire tu es la personne en qui j'ai le moins confiance sur le camp. Ça pique. Sébastien il va dire ce que j'ai dit il y a 1 ou 2 semaines, je pense peut-être plus 2 semaines, dans une de mes vidéos. Allez fouiller, vous verrez. Je l'ai dit avant même que Sébastien le dise. Enfin, techniquement, il l'a dit avant moi pendant le tournage, mais je l'ai dit avant que ce soit diffusé. Pour moi, Sarah, en fonction de comment elle se comporte, pour moi, c'était clairement la personne qui, si elle allait aux ambassadeurs, avait un comportement typique de la personne qui n'irait pas à la boule noire et qui trahirait sa propre équipe pour rester dans le jeu. Surtout que son équipe est en infériorité numérique, tout le monde a envie d'aller loin, et pour moi, Sarah, c'est typiquement le genre de personne qui est prête à tout pour aller loin, même jusqu'à vendre son équipe. Et c'est exactement ce que Sébastien va dire, qu'il a pensé à la réunification, et du coup qu'il imaginait Sarah
plus facilement trahir les jaunes et d'aller avec les rouges plutôt que de rester avec les jaunes et combattre jusqu'au bout. Et, euh, et du coup, quand il l'a dit, je me suis dit, oh, bah tiens, c'est marrant. Parce que moi, derrière mon écran, avec ce qu'on a vu, c'est ce que je pense. Et du coup, lui, il nous sort ça, alors que lui, bah, il vit sur le camp H24 avec. Je me dis, bon, bah, c'est que même hors caméra, il doit y avoir des choses qui montrent que, voilà, Sarah, on peut pas non plus lui faire énormément confiance. Voilà. Et je pense, en fait, qu'à travers cet épisode, Sarah paye ses erreurs du tout premier épisode. Parce qu'il faut se rappeler que dans le tout premier épisode, Sarah, c'était une aventurière qui allait voir tout le monde pour essayer de faire des alliances avec absolument tout le monde. C'est qu'elle allait voir, comment il s'appelle, Steve et je sais plus qui, en mode ouais, on pourrait s'allier ensemble, nanana. Elle allait voir Amri, Océane machin, oui, on pourrait faire une alliance, nanana. En fait, elle allait voir tout le monde et tout pour tellement essayer de rester dans le jeu, d'avoir peur d'être la première à sortir, qu'elle essayait de créer des alliances avec tout le monde, alors que tout le monde ne voulait pas forcément être alliés ensemble. Et, euh, et je pense que du coup, c'est quelque chose qui est resté dans la tête des gens. En mode, déjà, de toute façon, dès le début, les gens ils disaient on peut pas lui faire trop faire confiance à quelqu'un qui donne sa promesse à absolument tout le monde. Et effectivement, c'est, je pense, resté en tête de tous les aventuriers. Et à partir du moment où l'alliance entre tous s'est dissoute, et ben malheureusement ça pouvait donner plus de raisons à Sarah de les trahir, et donc bah, fallait l'éliminer avant. Moi je trouve que c'est un bon choix en fonction de ce qu'on a vu précédemment. Du coup voilà, on va arrêter la vidéo là. Encore une fois, déception, parce que ben, beaucoup de temps sur l'épreuve de confort, enfin pas l'épreuve de confort, mais le confort en lui-même, qui est un confort que je n'aime pas. L'appel à la famille, je déteste ça. Et aussi parce que le trek était super décevant, juste pour donner un ordre d'idée. Je me souviens d'un trek, je sais plus dans quelle saison c'était, ou si je mélange plusieurs treks, mais je me souviens d'un trek où en gros tu partais d'un point A pour aller à point B, tandis que l'autre équipe partait d'un point A également pour aller à un autre point B. Déjà entre deux, les équipes se croisaient à un moment donné, là où ils sont tout le temps séparés. Par contre, ça je trouvais très intelligent, le fait que les deux fassent l'épreuve en même temps dans des coins différents, comme ça personne ne sait vraiment où il en est et tout. Ça j'ai trouvé ça plutôt bien par contre. Mais pour le trek par exemple, il y avait une saison où ils avaient des choses à accomplir pendant le trek. Et je crois que s'ils ils avaient des sortes de totems ou des petits trucs à récupérer, enfin, si tu faisais à certains moments ce qu'on te disait, et ben tu gagnais des choses. Et je me souviens d'un moment où il fallait sauter d'une petite sorte de petit ravin dans l'eau et tout ça. Je me souviens qu'à un moment, il fallait aller dans une caverne où tu ne voyais absolument rien. Il faisait nuit noire dedans, parce que tu ne pouvais pas ramener de feu et tout. Il fallait que tu trouves je ne sais pas quoi dedans. Bref, la marche, elle était hyper longue, vraiment, vraiment éprouvante et tout. Parce que bah, c'était pas juste de la marche, ça avait aussi des obstacles sur la marche et tout. Et surtout, ça durait pas 2 minutes. Je veux dire, quand t'avais l'épisode du trek, le trek, il durait quand même assez longtemps. Je sais pas, ça devait peut-être durer une demi-heure, trois quarts d'heure sur l'épisode. Là, le trek, il a à peine duré 2 minutes, quoi. T'as à peine vu les équipes marcher vite fait dans la forêt. Amric a deux doigts de se casser la gueule, et puis fini, quoi. On arrive au bivouac et le trek est terminé. Enfin, c'est hyper décevant, franchement. Si on peut retrouver des images de trek sur internet euh, qui datent, allez les regarder, franchement. Ou voilà, peu importe quand vous pouvez retrouver des vieux épisodes, si vous arrivez à trouver sur Wikipédia, je pense que vous pouvez savoir dans quelle saison et quel épisode précisément il y a eu le trek. Si vous trouvez un moyen de trouver les épisodes en streaming ou je ne sais quoi, regardez les anciens épisodes de trek, vous allez voir que c'était vraiment des trucs de dingue. Là, ce qu'on a eu comme trek, c'était juste une petite marche, comme ils font, vraiment limite.
Tu les vois quand ils marchent sur leur camp pour aller chercher de la bouffe ou quoi que ce soit, limite la marche est exactement la même. C'est limite la même chose qu'on nous a montré. Enfin, je veux dire, il y a pas eu de trucs exceptionnels, de trucs qui montrent, qui font vraiment une épreuve, enfin que le trek est éprouvant, que c'est une épreuve comparée à quand ils sont sur leur camp. Et ça, j'ai trouvé ça très très dommage. Donc voilà pourquoi c'est mon épisode, l'épisode que j'aime le moins de cette saison. C'est pas le pire épisode en lui-même, parce que l'épreuve de confort était vraiment très bien. L'idée de séparer les deux camps pour que personne ne sache où en sont les autres et que ça leur garde du stress jusqu'au lendemain, au retour vers Denis. J'ai trouvé ça très très bien. L'épreuve d'immunité, je l'ai trouvé vraiment très bien. Le fait que ce soit Sarah et pas Océane qui soit éliminée, j'ai trouvé ça bien. Mais en fait, je suis tellement déçu du trek que bah, malheureusement, bah, c'est un peu un pétard mouillé. Et les gens qui ont jamais vu les treks avant, bah, ils vont jamais comprendre pourquoi est-ce que nous, enfin les gens comme moi qui connaissent les vieux treks, on n'est pas content. Parce que je pense que Maxime, qui fait des vidéos, risque de voilà, de s'énerver un peu plus que moi. Je pense qu'Anto du Rire risque pas mal de se moquer de la gueule du Trek dans ses parodies. Je me demande si Space Baby TV le ferait pas également. Bref, tout ça pour dire que voilà, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y avait dans les anciens koh. Et j'aime pas dire c'était mieux avant, mais dans le cadre du Trek, malheureusement, c'est le cas. Dans le cadre du trek, là, on a eu clairement mieux avant. Donc voilà, avec cette phrase que je déteste, on va arrêter la vidéo là. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, si vous avez aimé ou pas aimé, est-ce que vous connaissez le trek ou pas, ce que vous en avez pensé, si vous connaissez ou pas. Voilà, par exemple, si vous ne connaissiez pas, ce que vous avez pensé de ce qu'ils ont fait du trek. Voilà, si vous avez trouvé ça intéressant ou pas. Et dans le cadre de si vous connaissiez le trek, encore plus, là, votre avis m'intéresse. Voilà. Juste pour savoir si vous êtes déçu ou pas, comme moi. Sinon, bah voilà, je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, notamment l'épisode de Pékin Express de la semaine. Et il n'y aura pas de koh la semaine prochaine, hein, comme ils ont dit, prochain épisode le 2 avril, ce qui veut dire que la semaine prochaine, vous aurez juste une vidéo sur Pékin Express. Voilà. Donc, oui, bah voilà, on peut conclure. Ciao.